Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonie en famille. Aujourd'hui, je te propose de parler de la compréhension, ou plutôt de qu'est-ce qui se passe quand il y a des soucis de compréhension. Que ce soit dans la sphère scolaire, que ce soit dans la sphère familiale, quand la compréhension s'installe, eh ben, ça peut être un sacré détraqueur. Je suis sûre que tu as déjà expérimenté ces discussions où tu ne te comprends pas. Tu essayes d'expliquer, mais ça ne passe pas en face. Tu vois que malgré tes efforts d'explication, de précision, de montrer, d'expliquer, ça ne passe pas. Et tu as peut-être aussi vécu toi-même des situations en situation d'apprentissage quand tu étais plus jeune ou même dans ton travail actuel où tu ne comprends pas les explications, tu ne comprends pas ce qu'il faut faire et peut-être aussi que tu as vécu des situations où c'est ton enfant qui se retrouve confronté à des difficultés de compréhension. Quelles que soient voilà, les situations que tu as expérimentées, aujourd'hui on va parcourir quels sont les éléments qui peuvent faciliter la compréhension, pardon, quels sont les éléments au contraire qui font qu'il peut y avoir de la compréhension, et aussi des pistes évidemment pour résoudre tout ceci et puis faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide pour ton enfant, pour toi, pour votre famille. Cette idée m'est venue suite à la séance, à une séance que j'ai eue avec un client qui a entamé une formation. C'est un jeune adulte qui a repris un cursus de formation et qui s'est retrouvé dans des leçons de maths où il ne comprenait rien du tout. Il me disait vraiment, j'écoutais le prof qui disait régulièrement que voilà, on faisait ci, on faisait ça et que c'était logique. Et mon client trouvait qu'il y avait absolument rien de logique là-dedans. Il était complètement perdu. Et il me disait, bah, je me retrouvais sur les bancs d'école à 15 ans, où déjà je sais que au niveau maths, bah, je comprenais pas grand-chose. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas une matière que j'ai fini, que j'ai terminée en beauté, parce que vraiment j'ai toujours eu des soucis avec les maths. Alors là, on est dans une très très grosse croyance, tu l'as identifié certainement aussi de la part de mon client, et on va pas s'attarder aujourd'hui sur les croyances aussi limitantes qui peuvent faire que on s'est toujours dit qu'on ne sait pas qu'on peut pas comprendre cette matière ou qu'on a de la difficulté à comprendre de façon générale. On va plutôt aller voir ce qui se passe concrètement quand on ne comprend pas et comment on peut faire pour résoudre. Et tu verras que de fil en aiguille, de toute façon, il arrivera un moment donné où tu te poseras une question à ton égard ou à celui de ton enfant de tiens, mais quelle est la croyance là derrière aussi peut-être qui bloque le processus. Mais on verra aussi que on peut faire et décider en fait à l'avance dans certaines situations de faire ce qu'on a besoin de faire dans notre tête pour comprendre. On rentre direct dans l'épisode. Aujourd'hui, je t'accueille depuis mon salon. Il est 21 heures et c'était exactement le bon moment pour moi, la bonne ambiance pour moi. Je voulais que dans ces épisodes de podcast aussi, des fois, on sente cette proximité de c'est comme si on pouvait être ensemble, assises, voilà, autour d'un café, à partager ce genre de discussion inspirante. Et voilà, c'était le bon moment pour moi aujourd'hui de t'accueillir dans ce contexte. Et vraiment, c'est trop cool. On rentre dans le vif du sujet. La première chose que j'aimerais te dire par rapport à l'incompréhension, c'est que on va aller creuser un peu qu'est-ce qui se passe en termes de perception. Alors, dans mon deuxième épisode de podcast, donc l'épisode précédent, j'explique les trois étapes d'apprentissage qui sont la perception, l'évocation et la restitution. Je ne vais pas m'attarder à nouveau sur ces étapes. Si tu veux en savoir davantage, je t'invite à aller écouter cet épisode, donc l'épisode numéro 2. Je ne sais plus le titre de l'épisode, mais il est numéroté, donc le numéro 2, où tu vas voir l'explication justement de ce processus d'apprentissage qui passe par ces trois étapes. Aujourd'hui, pour les soucis de compréhension, on va un petit peu s'attarder sur la perception. Donc la perception, c'est la première étape d'apprentissage. C'est là où on reçoit les infos. Comme son nom l'indique, la perception, bah, c'est là où on reçoit les infos. On les lit, on les écoute, on les voit. Il y a plusieurs façons de pouvoir les percevoir. On peut voir des informations écrites au tableau. On peut voir des informations
sous forme de schéma, sous forme de tableau, ou on peut les entendre, hein. Dans le cas de mon client, c'est ce qu'il était en train de vivre dans sa classe, c'était l'enseignant qui transmettait les explications oralement. Ce qui se passe quand, enfin, la première piste, on va dire plutôt comme ça, à creuser, et là on est plutôt dans la sphère scolaire, apprentissage, après tu verras qu'on on parlera aussi des incompréhensions dans les relations, mais en tout cas dans la sphère scolaire, la première chose à aller enquêter quand, par exemple, ton enfant pardon, te parle de soucis de compréhension, c'est s'il n'y a pas un stress de perception. C'est-à-dire que le moment où il est en situation de perception, pardon, oh là là, c'est compliqué à dire, il y a soit un stress auditif, un stress visuel ou les deux. Alors, quand je parle de stress, je précise parce que j'en ai parlé justement avec mon client, il m'a dit non, ça va, j'ai pas de stress à la perception. Et là, vous voyez, on voit déjà la représentation. Oui, j'ai une balle aujourd'hui, vous voyez, pour stimuler mon expression. J'utilise une petite balle comme ça. J'adore avoir quelque chose dans les mains pendant que je parle. Pour ceux qui voient le podcast ici sur YouTube, donc vous verrez que j'ai une petite balle. Donc je disais, mon client me disait, non, moi je n'ai pas de stress à la perception. Parce que dans sa représentation, quand j'ai dit stress de perception, bah, il s'est imaginé qu'il devrait ressentir du stress à l'intérieur de lui, se sentir stressé dans le fait d'écouter. C'est pas ça le stress de perception. Le stress de perception, c'est quand l'oreille, donc le canal auditif, ou l'œil, donc le canal visuel, est en stress. Donc c'est le sens qui est en stress. Est-ce que je vous donne une explication technique rapide? En fait, nos yeux, nos oreilles, nos mains et nos pieds sont conduits par nos hémisphères. On a deux hémisphères, le gauche et le droit. L'hémisphère gauche dirige la partie droite de notre corps et l'hémisphère droit dirige la partie gauche de mon corps. Donc, pour ceux qui aiment les explications visuelles, là, je ne peux pas vous en faire en podcast. J'espère que vous suivez. Je vais lentement essayer de vous faire une représentation. Donc, hémisphère gauche dirige la partie droite du corps, hémisphère droit dirige la partie gauche du corps. Venez peut-être justement continuer le podcast sous YouTube, puis comme ça vous voyez un petit peu mes gestes et ça va aussi vous aiguiller. Quand on est en stress de perception, c'est que l'oreille qu'on appelle dominante, celle donc qui est la première, la chef-oreille, c'est elle qui reçoit les informations, eh ben, elle est pas reliée à son hémisphère qui la dirige, pour plusieurs raisons que j'expliquerai peut-être dans un autre podcast. Sinon, on va rentrer dans des détails qui vont nous prendre des plombes. Et là, je veux aller dans le concret et vous donner des pistes concrètes, simples et efficaces à appliquer. Et pareil pour l'œil. Donc, si l'œil est en stress de perception, c'est qu'il n'a pas, enfin, l'hémisphère qui le dirige, il n'est pas relié et ça crée du stress. Voilà, c'est très très simplifié. Ma formatrice Brigitte Tombé, si elle écoute ce podcast, elle se dira, oula, l'explication, l'explication. Je t'aime Brigitte, je sais à quel point tu adores les explications. Là, je fais vraiment du, du raccourci, mais c'est juste pour donner une idée. Donc, l'oreille qui est censée recevoir les infos, on a toujours une oreille des deux qu'on appelle dominante, qui est celle qui préfère recevoir les infos. Et l'œil aussi, on a un œil dominant sur les deux. Donc l'œil dominant ou l'oreille dominante est en stress de perception. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est en stress auditif, ben, ça veut dire que la personne en face de nous va parler et juste qu'on va rien comprendre, comme mon client me l'expliquait lors de sa consultation. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, peut-être avec votre enfant, enfin ça t'est déjà arrivé, peut-être avec ton enfant ou avec ton conjoint ou avec ton ami ou dans des circonstances où tu expliques et la personne en face de toi te regarde et te dit, j'ai rien compris. On verra après comment tu vas pouvoir changer la donne avec ça. À l'inverse, ben, le stress visuel, c'est quand tu vas montrer quelque chose ou faire un dessin et que la personne va dire: je comprends rien à ton image, je comprends rien à ton dessin». Donc il y a du stress. Donc c'est pas la personne forcément qui ressent le stress, je reprécise, c'est juste l'organe, le sens de perception qui est en stress parce qu'il n'a pas le branchement à son hémisphère qui lui permet d'intégrer les infos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça? Si tu constates, comme je te le disais avant, que ton enfant, ben, quand tu lui expliques,
il comprend pas, quand son prof lui explique, il dit qu'il comprend pas, comment tu peux faire? Alors tu vas lui apporter de quoi compléter sa perception. C'est-à-dire que si quand tu parles, il comprend pas, bah justement, tu vas compléter avec un schéma, avec une image, avec une vidéo. Moi, ça m'arrive très souvent dans mes consultations où un concept de maths, par exemple une formule à appliquer ou des choses comme ça, ou des règles même de français ou peu importe, quand je vois que mon élève au niveau auditif, ben, c'est pas ce qu'il préfère, du coup, je vais lui proposer d'aller regarder une vidéo où je vais lui faire un schéma. Ou souvent, par exemple avec ma fille, ce qui se passe, c'est que pour les maths, je lui mets à disposition un grand tableau blanc, comme ça, pour pas, je dis grand, hein, un format un petit un peu plus que A4, où elle peut écrire. Et le fait d'écrire sur le tableau lui permet justement de compléter et de vérifier qu'elle a compris les explications. Quand c'est le stress visuel, ben pareil, on complète dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va plutôt essayer d'amener de l'explication et de permettre à la personne qui est en stress visuel de étant donné que sa vision ne capte pas les informations comme elle aurait besoin, on va lui proposer soit de nous lui expliquer à haute voix, soit elle de s'expliquer elle-même à haute voix en parlant. Donc tu vois que quand on a un stress auditif, on complète avec du visuel et quand on a un stress visuel, on complète avec de l'auditif. Il peut arriver qu'un enfant ou qu'une personne soit en stress pour les deux, stress auditif et stress visuel. Ouf, stress auditif et stress visuel. Pourtant, j'utilise pas des mots compliqués, mais parfois la langue va plus vite que mon cerveau ou l'inverse. Je ne sais pas. Donc, quand une personne ou ton enfant est en stress auditif et visuel, et ben dans ce cas, on va essayer de voir comment justement en écrivant ou en se parlant, elle va pouvoir compléter son apprentissage. Pour les enfants qui ont le stress perception, donc les deux stress à la perception, auditif et visuel, souvent ce qu'on conseille en classe, c'est qu'ils puissent se mettre tout au fond de la classe pour pouvoir justement chuchoter et parler pour intégrer les enseignements. Idéalement, pour ce genre de profil, il faudrait pouvoir avoir des sessions d'apprentissage en commun avec plusieurs personnes où cette personne-là, elle peut échanger, elle peut parler, justement poser des questions et puis intégrer ce qu'elle a compris. C'est pas encore vraiment la norme dans les classes de pouvoir le faire de cette manière. Donc c'est pour ça, pour ces enfants, on va conseiller qu'ils se mettent à l'arrière de la classe et pouvoir au moins chuchoter, parler. Et si ton enfant fait partie de cette catégorie-là, si tu te rends compte que vraiment, ben, t'as beau expliquer, t'as beau montrer, ouf, de l'inviter à parler. Ok, alors, si je te dis ça, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Ok, comment tu peux le dire à ta façon? Et maintenant, si je te le montre, donc encourager vraiment un échange et une discussion et le fait de parler pour qu'ils puissent ancrer ces apprentissages et mettre en route la compréhension. Maintenant, même en sachant tout ça, il y a un élément qui est très très important. C'est que, et ça c'est valable pour les enfants à l'école, mais c'est valable pour nous adultes. À partir du moment où on a un enjeu de compréhension, on va avoir besoin de choisir avant on met en place ce qu'il faut, les conditions qu'il faut pour comprendre et que nous, on sait comment faire justement pour comprendre. C'est-à-dire que si par exemple, je lis un livre que je vais devoir peut-être résumer, ou je lis un ou deux chapitres de cours que je vais devoir ensuite comprendre pour, je sais pas, en faire un exposé ou faire une présentation à mon job ou peu importe. Avant de commencer, je vais me dire, alors il faut que je lise, je vais lire. Je vais lire déjà pour que tout ce que je lis doit exister dans ma tête. Soit j'ai une évocation auditive et je vais devoir me dire les choses dans ma tête pour qu'elles restent. Soit j'ai une évocation visuelle et je vais devoir créer mes propres images. Encore une fois, je te renvoie à l'épisode 2 pour aussi voir en détail l'évocation. Et je vais dire, ben en fait, ce que je mets dans ma tête, je vais devoir aussi le le redire ou le revoir, enfin créer mes propres images et mes propres mots.
L'apprentissage par cœur, c'est vraiment l'ennemi de la compréhension. Et il y a des personnes qui sont incroyables en termes d'apprentissage par cœur. Et par contre, il y a des profils qui peuvent pas du tout parce qu'ils ont besoin de la compréhension avant tout. Mais dans tous les cas, si toi ou ton enfant, ou peu importe qui, veut avoir, enfin conserver une connaissance à long terme, il est nécessaire d'y ajouter de la compréhension. Et la compréhension passe par le fait de t'expliquer le concept ou ce que tu lis ou ce que tu vois. Et pareil donc pour ton enfant, ou de te créer des images, encore une fois, selon ta forme d'évocation, spécifiques. Pas telles quelles comme tu les lis, pas telles quelles comme tu les vois, mais vraiment à ta propre façon, avec tes propres mots, avec tes propres images. Et c'est comme ça, ensuite, que tu pourras t'assurer que le concept existe et que tu l'as compris dans ta tête sans avoir besoin d'aller relire et d'aller revoir. Donc, ça s'appelle, en gestion mentale, ça s'appelle le geste de compréhension. Donc, je lis quelque chose ou je regarde quelque chose pour le faire exister dans ma tête et pour pouvoir, et je vais le faire exister dans ma tête, pardon, à ma manière pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et donc, je dois le comprendre pour le garder et pour pouvoir l'utiliser ben, avec mon livre fermé, sans le support, sans le modèle, etc., etc. Je fais une pause pour te permettre une intégration et je me prends un petit coup d'eau. Je regarde aussi mes notes parce que j'aimerais pas avoir oublié quelque chose d'important sur cette étape ici et c'est tout. Évidemment que si tu as des questions ou si tu veux avoir un petit débrief sur une situation en particulier que ça vient de t'évoquer, tu peux toujours me contacter sur Instagram par DM. Voilà, on peut aller un petit peu approfondir. Et après, si tu veux aller plus loin, évidemment que tu peux toujours réserver un entretien pour toi ou pour ton enfant ou pour les deux pour aller enquêter sur ces situations d'incompréhension et voir qu'est-ce que concrètement, adapté à toi, à ton profil ou à celui de ton enfant, qu'est-ce qui peut être mis en place pour remettre, j'ai envie de dire, la compréhension sur les rails. Partons maintenant dans le cadre, alors familial d'abord, parce que ici on est en harmonie en famille, donc l'accent est mis vraiment sur la famille, mais tu verras que c'est des pistes et des outils de compréhension qui peuvent t'aider aussi dans d'autres relations, évidemment. Mais on va mettre, voilà, on va donner des exemples au niveau de la famille. Et ce que je voudrais, pour rentrer en matière par rapport à ça, je voudrais te donner un exemple d'une situation que j'ai vécue avec mon mari, mais il y a de ça, je pense bien 20 ans maintenant. On était vraiment au tout début de notre relation. Je crois d'ailleurs que c'était le moment où on emménageait, la première fois où on emménageait, et on était chez Ikea. Je sais plus ce qu'on devait faire chez Ikea. Je crois qu'on devait choisir des meubles pour notre cuisine. On a passé 45 minutes dans la zone cuisine d'Ikea à essayer de se comprendre sur comment on allait aménager la cuisine. Je sais plus qu'est-ce qu'on devait choisir, de quelle façon, enfin voilà. En tout cas, il y avait une question de configuration de la cuisine, de quels meubles choisir, de où les placer. Et on a passé, je pense, 45 minutes à essayer de se comprendre. Qu'est-ce que moi je voulais dire quand je disais mais là, derrière, à côté, devant? Qu'est-ce que lui voulait dire quand oui, ici, non, etc. Tellement, enfin, je veux dire, on s'est tellement pas compris pour te dire qu'après les 45 minutes, j'en avais la nausée. Vraiment, j'étais complètement perdue. Et mon mari, là, il a eu un excellent réflexe. Il m'a dit, attends, je vais demander un crayon, une feuille et je vais te faire un dessin. Dieu merci. Quel excellent réflexe mon mari a eu. Parce qu'effectivement, une fois que il a posé le dessin, il m'a dit, ici c'est la porte, ici c'est le frigo, ici c'est la porte du balcon, etc. Et moi, ce que je disais, c'est le meuble là, 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 là. J'étais là, ok, ok. Alors moi, ce que je disais, c'était plutôt ça, ça, ça. Ah, ok, 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 ok. Ouh! On aurait pu s'épargner ces 45 minutes et en même temps, bah, ça faisait partie de notre expérience.
Ça rejoint un peu ce que je te disais avant, tu vois. On était les deux en mode explication, explication, explication. Et le petit schéma de la fin a tout résolu. Pourquoi ça arrive aussi? Parce que les mots veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Tu me diras, mais oui, mais un mot, c'est un mot, mais en fait, non, on a vraiment notre propre représentation mentale des mots. Et moi, ça m'arrive encore régulièrement aujourd'hui, où mon mari me dit quelque chose et il voit que mes yeux ne confirment pas, ne comprennent pas. Et maintenant, il sait, il me dit, viens, je vais te montrer. Ou alors, moi, je dis quelque chose en particulier et mon mari me dit, je ne comprends pas, ça ne joue pas la façon dont tu le dis pour moi. Et donc, je vais essayer de comprendre quel est le mot sur lequel il bute ou pour lui, ça ne peut pas jouer et d'essayer de voir, OK, quelle est sa configuration du mot, quelle est la mienne, quelle est la représentation mentale. Et souvent, les mots qui posent problème, et ça, c'est en lien aussi avec des questions de perception et de représentation mentale, c'est les mots devant, derrière, avant, après, en avant, en arrière. Pourquoi? Parce que ils peuvent être soit des représentations spatiales, soit des représentations temporelles. Et on n'a pas tous la même affinité avec ces mots. Et typiquement, on a vraiment un désaccord, enfin un désaccord, voilà, je vais le dire comme ça, mais en tout cas une différence de perception avec mon mari, avec les mots justement avant, arrière, devant, derrière. Donc, si moi je lui dis, je sais pas, on va mettre ça devant le four, lui va me dire, mais c'est pas possible, devant le four, il y a un meuble. Alors que moi, quand je dis devant, j'ai une perception qui va dire que c'est de l'autre côté. Enfin, voilà. C'est pour te donner des indications. Là, c'est vrai que j'ai pas la situation concrète où je peux te montrer ce que ça veut dire, mais prête attention à ça à partir de maintenant, en te disant, ok, déjà, est-ce que quand on se comprend pas avec mon conjoint, est-ce qu'il a besoin d'un schéma comme Edith? Ou bien est-ce qu'on est en incompréhension avec ces petits mots, justement, spatiaux ou temporels, où on ne se comprend pas? Ce sont des petites choses et pourtant, quand on ouvre à s'interroger à ça et à dire, ah, c'est ça que toi, tu te dis quand je dis ça. Ok. Alors voilà, voyons si on peut faire un schéma, voyons si je peux te montrer sur place, voyons si on peut faire autrement. Des petites pistes. Moi, je te dis toujours comme ça, c'est des petites choses concrètes, faciles. Et l'idée, c'est de les tester en s'amusant. C'est va part à la découverte maintenant du langage de tes enfants, du langage pardon, de ton conjoint. Et quand tu sens ces incompréhensions, rappelle-toi de ah, et si on va tester ça? Et si je lui demandais mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Et si on s'amuse avec ça? Et aujourd'hui, c'est très fun dans notre famille parce que vraiment, mon fils et moi, on a des fonctionnements très 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 proches. Et ma fille et mon mari ont des fonctionnements très 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 proches qui fait que, en termes de langage, mon mari et ma fille se captent immédiatement, alors que nous, on est dans les choux. Et inversement, quand mon fils et moi, on se parle, on se capte immédiatement, alors que quand on s'adresse à l'un des deux autres, ils sont dans les choux. On a des perceptions différentes, on a des images ou des représentations mentales des mots, du temps et de l'espace qui sont différents. Donc, on apprend à s'accorder et à expliquer. Il y a aussi quelque chose que tu peux tester de très très simple. Juste, si tu vois que régulièrement, par exemple, quand tu es en train de discuter avec ton mari, tu es à sa droite, essaye une fois de te mettre à sa gauche. Encore une fois, question de perception d'oreille. Peut-être que son oreille dominante, c'est la gauche et toi, ça fait des années que tu t'adresses à son oreille droite. Pareil avec ton enfant. Ce sont des indications de comment tu peux procéder. J'aimerais te laisser avec une question. Une question quand même qui peut beaucoup changer la donne en fonction de quelle est la réponse et qui te permettra d'adapter. Est-ce que dans votre cadre familial, c'est autorisé de ne pas comprendre, c'est accepter de ne pas comprendre et c'est accepter de dire qu'on ne comprend pas? Si quand ton enfant vient te dire j'ai pas compris ou je comprends pas, tu sais, t'as un peu ce réflexe humain d'agacement, de lever les yeux et de dire ah ouais, pff,
Oui, mais tu pourrais faire un effort quand même. Oui, mais c'est fou, comment ça se fait, etc. Il va y avoir un tabou sur le fait de pas comprendre. Et je connais très bien ça parce que ici, c'était pareil. Quand je comprenais pas mon mari, il y a un moment donné où il s'agaçait vraiment facilement parce que je ne comprenais pas. Et on a dû vraiment pouvoir enlever ce tabou de dire: «OK, je comprends pas parce que tu expliques mal, je ne comprends pas parce que, ben, j'ai pas là les critères qui me permettent de comprendre comment on peut faire ensemble». Et tu sais, j'avais une discussion ce matin très, très inspirante avec des entrepreneurs et on a très vite fait le lien. Je leur ai expliqué que quand on devient entrepreneur et qu'on a tellement de choses à apprendre, on est aussi bloqué sur le fait de ne pas comprendre et de ne pas savoir parce que justement, ce sont des réflexes qui restent de l'école. Ou justement, le fait de ne pas comprendre, au bout d'un moment, devient juste un problème sur lequel on se focalise plutôt que une occasion, bah, justement, d'enquêter sur le fonctionnement, sur la perception et sur, la représentation mentale de chacun, que chacun se fait, des mots, des concepts. Il y a des personnes qui sont très concrètes, qui très vite auront un encodage concret. Tu vas leur expliquer quelque chose avec les mots, avec les chiffres et pof, ça encode et c'est clair. Et d'autres personnes qui vraiment auront tellement besoin de concret, visuel ou écrit pour pouvoir encoder justement ces informations-là. Il y a des profils différents, il y a des façons de percevoir différentes, il y a des façons de restituer différentes et on a chacun et chacune un profil qui nous appartient. Et notre rôle, c'est de s'approprier ce profil et de retirer le meilleur de ce profil tout en étant conscient que chaque profil a aussi ses faiblesses et qu'on peut les appréhender. Donc c'est clair qu'un profil qui aura du stress à la perception, il doit connaître cette faiblesse et savoir comment y remédier. Et c'est la première étape avant de sauter à la conclusion que je ne comprends rien et j'ai un problème. Et ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure parce que je crois que je le dis dans chaque épisode. C'est vraiment mon fil rouge. Avant de crier au problème, avant de s'enliser dans la difficulté, est-ce qu'on a fait le nécessaire pour savoir comment ça se passe à l'intérieur de notre tête? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie invisible que personne ne voit et que seul ton enfant peut te décrire ou que seul toi, tu peux décrire à ton conjoint? Non, on reste sur le visible. Il comprend pas, il a fait faux l'exercice, il a loupé son épreuve, on se comprend pas avec mon conjoint, ça finit par nous stresser. Je comprends pas quand il me parle, il comprend pas que je lui parle. Ça, c'est le visible. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Et là, à travers cet épisode, je t'ai donné des pistes pour aller enquêter dans cet invisible. Mettons du fun, mettons de la tolérance, mettons de la bienveillance et amusons-nous ensemble à découvrir comment on peut résoudre ces questions d'incompréhension.